voudrais d'abord vous remercier de votre présence fidèle qui me touche beaucoup. Et puis, bien sûr, annoncer de quoi nous allons parler ce soir, sur quel tracé possible d'hybridation nous allons nous promener. Donc, nous allons parcourir le deuxième millénaire de notre ère et même faire quelques pas au tout début de notre troisième millénaire et évoquer d'abord, avec la première image, ce qui change en se tournant de l'an 1000, qui est un tournant qui n'en est pas un, puisque vous savez que le calcul du temps n'est que le fait des hommes, bien sûr, et non pas de l'univers. Il n'en demeure pas moins qu'il se passe vers ce moment-là auquel nous nous accrochons. Et pour faire simple, il y a des choses qui changent. C'est une époque où la Chine commence à développer considérablement ses activités techniques et affiner remarquablement un certain nombre de recherches, et par exemple en matière de céramique, que j'ai symbolisé ici par la représentation de ce très beau vase roux, qui est un type de grès de céladon réservé fabriqué pour la cour et sous l'autorité de l'empereur au début du XIIe siècle. Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que nous sommes sur le chemin qui va conduire à la création de la porcelaine, qui a tellement changé les rapports, en tout cas les rapports commerciaux, entre l'Extrême-Orient et l'Extrême-Occident. Et c'est aussi un moment où il n'y a pas que la technologie, il y a les mathématiques, l'imprimerie qui change complètement à la fois l'apprentissage et la diffusion du savoir, et puis les industries de la soie, l'observation de l'univers. C'est le moment où les mathématiciens chinois écrivent un certain nombre de traités très importants qui font d'eux, comme le soulignent les travaux de Karine Chemla, des acteurs fondamentaux de l'histoire des mathématiques. Et puis, on se met à observer la nature avec une très grande précision. On commence, par exemple, à tenir des relevés, non seulement des tremblements de terre, comme on le faisait depuis autrefois, mais également des marées. Et l'on définit le mécanisme, ou l'on tente de comprendre le mécanisme du système des marées. C'est aussi le moment où l'archéologie naît en Chine. L'archéologie, me direz-vous, par rapport à nos techniques modernes, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin, je dirais, c'est le moment où naît le sentiment archéologique à partir du moment où, au milieu du XIe siècle, une défluviation du fleuve Jaune révèle le site d'Anyang et fait surgir tous ces bronzes sur lesquels les lettrés vont se mettre à réfléchir. Et cela se produit au moment précis où, une nouvelle fois, comme je vous l'ai dit déjà à plusieurs moments, et comme cela s'est produit à tous les instants où vraiment se reconstruit l'État chinois, c'est le moment où, à nouveau, un pouvoir politique à la fois fort et nouvellement installé réfléchit aux bases qui peuvent à la fois légitimer sa présence et la faire durer. Cela veut dire, comme d'habitude, comme au début des Han, plus de 1000 ans avant, cela veut dire redéfinition des classiques, redéfinition de l'enseignement, redéfinition de ce que l'on demande à un fonctionnaire. Qu'est-ce qu'être un homme et qu'est-ce qu'être un fonctionnaire, et au-delà, qu'est-ce qu'être un homme? La question se pose à nouveau et bien sûr, dans ce sens, on peut se poser la question non seulement de l'existence des hybrides, mais quels sont ces flux qui existent dans le monde et comment s'organisent-ils? L'un des symboles de ces réflexions, en tout cas les symboles de l'État, reste bien sûr le dragon qui, ici, dans cette image, a une double valeur. Il symbolise ce système étatique qui se met en place à l'époque des Song et qui est le premier système véritablement civil de l'univers politique chinois, qui essaye de se démarquer totalement de l'organisation militaire qui avait amené les souverains au pouvoir. Et c'est aussi ce dragon
qui se trouve sur les flancs d'une magnifique pièce du musée Guimet, que vous connaissez sûrement, et qui est une très belle pièce du musée des Yuan, de l'époque des Yuan. Vous savez qu'il y en a deux au monde, une au Kong, au Palais Impérial à Pékin, et celle-ci à Paris. Qu'est-ce que vous voyez dessus? Vous voyez un dragon qui est plus que jamais un symbole impérial, mais il est aussi bien autre chose. Et me semble-t-il, à partir de ce moment-là, à partir de l'époque des Song et ce début du deuxième millénaire, on voit en tout cas cet hybride et ce personnage perpétuellement en transformation qu'est le dragon, on le voit se corréler avec d'innombrables éléments, notamment avec la nature. C'est à ce moment-là qu'il devient, non seulement par les mots, mais aussi par l'expression plastique, il devient l'expression de la nature, comme l'exprime ce magnifique rouleau conservé au musée de Tokyo, ou bien l'autre morceau, vous savez que c'est le drame des œuvres. Il y a des quantités d'œuvres qui ont été au fil du temps soit coupées en deux, ou bien des œuvres qui comportaient plusieurs rouleaux et qui se sont trouvées dispersées par les hasards de l'histoire et des difficultés familiales. Elles ont été vendues, achetées. Et donc l'autre partie de cette série de rouleaux se trouve à Boston. Mais les deux vous renvoient à quelque chose, pour ceux qui étaient là au cours des deux premières conférences, ils vous renvoient à quelque chose qui est très ancien. Rappelez-vous quand nous avons vu apparaître les immortels avec les dragons, avec toutes sortes de créatures qui volent dans les nuages, sur les sarcophages et les différents cercueils de la marquise de Taï à Mawangdui, vers 165 avant notre ère, donc au début de la dynastie des Han. Et ces immortels et ces dragons étaient dans les nuages. Et je vous ai dit à ce moment-là que les nuages étaient considérés à la fois par les devins et par les artistes comme l'expression du souffle qui anime l'univers. C'est-à-dire les nuages, c'est à la fois un mouvement, c'est un souffle et c'est en même temps une matière. Donc c'est le symbole de l'univers que vous voyez passer à travers ces magnifiques rouleaux représentant des dragons. Mais les dragons, vous les trouvez aussi quand vous ne pensez pas à eux. Par exemple, voici ce très classique, très connu tableau du Xe siècle, et vous y voyez bien sûr un paysage représentant parfaitement ce qui est pour nous le Shanshui, c'est-à-dire des montagnes et de l'eau, la montagne représentant la stabilité, l'eau représentant le flux perpétuel, à la fois le flux et l'éternité. Donc, Shan, Shui, ensemble, la montagne et l'eau, ça fait une image complète de l'univers. Donc, vous y voyez un paysage montagneux. Mais si vous regardez bien, vous voyez la sinuosité de l'être serpentiforme qui est là. Si vous mettez cela en rapport avec des propos que vous avez sûrement entendus et qui racontent comment aujourd'hui encore, avant de construire un édifice, mais même un édifice comme la Banque de Chine, par exemple, à Hong Kong, on appelle les géomanciens pour être sûr que l'on ne coupe pas les veines de la terre, ces tuyaux par lesquels passe le flux, qui sont justement matérialisés par des dragons. Donc n'oubliez pas, quand vous regardez une peinture chinoise, vous pouvez y voir apparaître des dragons. Je vous en ai apporté un autre exemple beaucoup plus tardif. Donc vous voyez les dates de Shenzhou, c'est le tournant de la fin du XVe, début du XVIe siècle, avec un style tout à fait différent, une accumulation de formes encore plus appuyées, mais vous y retrouvez la même vitalité, et même là plusieurs dragons qui s'entrecroisent ou qui s'en vont ensemble du bas vers le haut de la peinture. Et dans le même temps, vous trouvez d'autres peintres qui, eux, expriment, et c'est ce qui va nous ramener vers ce qui est peut-être le moment le plus
complexe de cette transformation des hybrides au cours du deuxième millénaire, d'autres artistes qui sont en même temps des philosophes et des peintres. Vous savez qu'en Chine, on est à la fois, la plupart du temps, à la fois calligraphe et peintre. On peut avoir une majeure, mais on passe constamment, pour exprimer sa pensée, on passe constamment de l'écriture à l'image et vice-versa. Et la force de l'univers, c'est aussi d'abord les circonvolutions du dragon et puis le cercle qui est une forme de l'infini, et comme vous le voyez là. C'est aussi le moment, alors revenons vers des discours qui sont plus des discours d'idées, où les Chinois, donc comme je vous l'ai dit, qui sont en train de réexaminer toutes leurs multiples traditions qu'ils ont accumulées au cours du premier millénaire, et ils se lancent dans un exercice qui leur est d'ailleurs familier depuis longtemps, mais si vous regardez bien, vous voyez cet exercice fonctionner à plein régime également aujourd'hui, c'est l'exercice de la nécessaire synthèse. Synthèse d'abord de l'homme avec la nature, que je matérialise par ce tableau à l'encre d'esprit Chan, c'est-à-dire d'esprit du dhyana, l'esprit de la méditation, le lien entre l'homme et l'animal. Comment peut survivre l'homme dans le monde? Il ne peut survivre qu'en étant en harmonie, non seulement avec un univers assez intellectuel qui anime son monde d'idées, mais avec un univers bien vivant, bien présent et parfois bien perturbant à ses côtés. Et c'est-à-dire qu'il doit être en accord avec les autres hommes et avec le monde animal. Et on en vient ainsi, et puis rassurez-vous, nous allons passer vers d'autres images plus amusantes. On en revient à ce moment crucial à la fois pour la philosophie chinoise et pour notre propre histoire. C'est pourquoi j'y vois la forme, la source de l'hybridation que j'évoquais lors de notre première rencontre, lorsque j'ai essayé de faire apparaître les personnages, en combinaison les personnages, et pourtant si différents du devin et de Leibniz. C'est à cette époque des Song, donc au XIe, XIIe siècle, et que les penseurs chinois, donc je vous fais grâce d'un cours de philosophie, j'ai très brièvement résumé cela dans le livre pour ceux que ça intéresse, mais ici je voudrais simplement dire que c'est le moment où les philosophes chinois, qui sont des gens donc liés à cette catégorie des lettrés, c'est-à-dire liés aux acteurs de la vie publique chinoise. Ce sont des administrateurs ou bien des fils d'administrateurs dont les familles sont si riches que le fils, lui, peut passer son temps à peindre, à réfléchir et à écrire. Mais ils sont dans ce milieu des lettrés fonctionnaires. Ils ont cette philosophie à la fois bien sûr des idées, de l'abstraction, mais est toujours tournée vers l'action. À quoi ça peut servir pour la société? Il faut donner des cadres organisés. Et ils essayent donc d'organiser tous les systèmes de pensée qui leur sont venus depuis l'Antiquité, c'est-à-dire l'ensemble des textes comme ceux de Chuang-Tzu que j'évoquais la dernière fois, qui s'intègrent à ce que l'on appelle aujourd'hui le taoïsme. Et puis, bien sûr, tous les systèmes relationnels que nous appelons le confucianisme, mais qu'en Chine on appelle Zhutia, c'est-à-dire l'école des lettrés. Et puis enfin, le bouddhisme. Et non seulement pas le bouddhisme perçu comme une entité monolithique, mais tous les courants du bouddhisme, puisque on peut dire qu'en l'an 1000, en Chine, on connaît à peu près tous les aspects du bouddhisme, depuis le Theravada, l'enseignement ancien, jusqu'à de multiples formes du Mahayana, du grand véhicule. Donc, le principe que ces philosophes mettent en action est le suivant: celui que reprennent les philosophes de la fin du XIXe et du XXe siècle et du début du XXIe siècle, c'est toutes ces idées sont
intéressante, mais n'essayons pas d'en faire un système pyramidal, il faut en faire un système circulaire. Si j'ose dire, c'est comme si je prends une image triviale, c'est celle de la table du banquet chinois. C'est toujours une table ronde pour que personne ne soit ni en position de dominer, ni en position de se sentir humilié. Tout le monde est égal. Et la règle, c'est que si elles ont une parcelle de vérité, ces différentes formes de pensée doivent s'unifier. C'est à ce moment-là que naît cette synthèse, dans laquelle, encore une fois, nous n'entrerons pas aujourd'hui, mais que les Occidentaux ont appelé le néo-confucianisme, mais qu'en chinois on appelle tout à fait autrement, c'est le Li Xue, l'école du principe. Quel est le principe qui organise et régit l'univers ? Alors bien sûr, je ne vais pas entrer dedans, d'abord parce que j'en serais totalement incapable, mais je vous montre cette image, car on voit dans cet univers où tout, on met ensemble au même pot un certain nombre de textes issus d'âges extrêmement différents, et l'un des textes qui surnage, c'est le I Ching, le livre des mutations. Et c'est à ce moment-là alors je ne citerai qu'un seul de ces philosophes du XIe siècle, qui s'appelle Shaoyong, qui s'interroge sur ces figures qui représentent, j'en ai parlé lors de notre première rencontre, le fonctionnement de l'univers en fonction de ce qui pouvait être considéré comme deux énergies fondatrices, c'est-à-dire l'énergie masculine et l'énergie féminine. Et puis Shaoyong, donc, regarde ces figures, et puis, puisqu'il fait partie de ces gens qui sont en même temps des philologues, qui vont chercher dans des corpus complètement oubliés des textes qui sont également sortis de la mémoire de presque tous. Et il retrouve le texte d'un personnage qui vivait aux environs de notre ère, qui s'appelle Yang Xiong, et qui explique que les trigrammes, eh bien, ils fonctionnent par trois. Il y a toujours je vous renvoie au livre sur le I Ching, mais vous apercevez ici, il y a des groupements qui, d'après Yang Xiong, sont des groupements de figures avec des lignes brisées ou des lignes pleines qui vont par trois. Et Shaoyong, lui, regarde ça et dit, mais pas du tout. Shaoyong considère que ça fonctionne par trois, mais ce n'est pas ça. Tous ces éléments qui vont par trois ne peuvent fonctionner qu'en paires. Ils constituent eux-mêmes des paires qui vont par deux. C'est-à-dire qu'il invente ce que Leibniz plus tard reprend dans le calcul binaire, dont je sais, parce que les mathématiciens me l'ont dit, que l'on doit l'appeler le calcul en base 2. Alors ce qui est émouvant, là aussi, dans les rencontres et dans les hybridations, c'est que la source de Leibniz, elle est là, puisque ce sont ces écrits de Shaoyong sur des questions finalement très complexes, faut-il compter par 3 ou compter en base 3 ou compter en base 2, Shaoyong définit donc le calcul pas le calcul, mais définit la description du monde à partir de séries qui sont composées, qui se composent en éléments doubles, en 2 par 2, et c'est cela qui devient la norme enseignée par les maîtres chinois. C'est cela qu'on enseigne aux enfants à partir du XIIe, XIIIe siècle. Et c'est c'est l'un des éléments, si vous voulez, de ce que nous appelons, encore une fois, le néo-confucianisme. Et c'est cela que les missionnaires jésuites, que le père Matteo Ricci et tous ses successeurs vont apprendre auprès de leurs maîtres chinois et qu'ils vont transmettre à l'Occident. Et c'est cela que Leibniz découvre à travers les écrits passant en latin et en figure aussi dans le Confucius Sinarum philosophique. Donc, si vous voulez, c'est un moment, alors je ne vais pas vous faire, et ce serait bien, ce n'est pas mon sujet, mais c'est à partir de ce moment que naissent comme cela des rencontres, des définitions, parce qu'encore une fois, nous sommes dans une culture qui apporte, qui donne un poids extrême
à l'éducation, à la technicité. Je me place bien sûr sur le plan des principes. Je ne dis pas qu'il en aille toujours ainsi dans la réalité. Et maintenant, je vous propose de retrouver d'autres hybrides plus faciles, enfin plus simplement mis en image. Et je vous propose de faire un tour de ce que deviennent les hybrides au cours de ce deuxième millénaire. Vous l'avez compris, à partir des sons, les hybrides sont essentiellement des hybrides d'idées. Et plus on avance dans le temps, et plus il en sera ainsi, nous le verrons à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Mais les images d'hybrides ne disparaissent pas pour autant, et elles tendent à évoluer, à se réduire encore plus qu'elles ne l'avaient déjà fait. Donc on a l'impression, depuis l'Antiquité, il y a de moins en moins d'hybrides représentés, et surtout au cours de ce millénaire, deuxième millénaire, les hybrides représentés tendent à perdre la vie qui est en eux, à l'exception, encore une fois, du dragon. Alors je vous propose quelques images d'hybrides qui acquièrent en revanche une fonction intéressante. C'est celle qui permet de parler politique discrètement, sans forcément se faire couper la tête. Alors voici par exemple un très beau rouleau qui représente le protecteur des démons, celui qui lutte justement, Zhonghui, qui lutte contre les démons, et sa sœur portée par les démons. Et vous les regardez de près, vous apercevez des créatures étranges, à l'air bizarre, qui semblent comme sorties des enfers, dont on ne sait pas trop, je vous le concède, si ce sont véritablement des hybrides ou bien simplement des espèces de morts vivants. Mais ce qui est intéressant et ce qui va être un rôle maintenant des créatures hybrides, c'est de donner un discours politique. En fait, tous les lettrés qui regardent ces peintures savent que c'est une critique des Yuan, c'est-à-dire ces souverains mongols qui, en 1279, ont fini de conquérir, et ça faisait 50 ans qu'ils s'y attelaient, en 1279, ils ont conquis l'ensemble de la Chine et ils vont y rester pendant 90 ans jusqu'en 1368. Donc, la critique de la dynastie en place, elle ne passe pas par des pamphlets, parce que les pamphlets créeraient beaucoup d'ennuis à ces auteurs. Elle passe par l'image, par des images de ces créatures étranges. Et puis, les hybrides, on les voit réapparaître, mais d'une manière qui dit bien quelle est désormais leur place. C'est-à-dire une place de plus en plus envahissante dans le domaine des concepts, mais de plus en plus réduite dans celui des représentations. J'en prends pour exemple ce très célèbre ensemble de ce qui fut d'abord une série de peintures, et puis des pierres gravées que l'on trouve au temple de Confucius à Tufu, au Shantung. Les pierres gravées, ça veut dire que les étudiants ou tous les lettrés qui le souhaitent et qui sont capables de faire le voyage peuvent venir en tirer des estampages. Et puis, à la fin au tournant de l'an 1500, on en fait également et au début du XVIe siècle, on en fait des éditions. Je vous ai parlé en commençant de l'importance de l'imprimerie dans la diffusion des idées, ce qui fait qu'on n'a plus besoin d'images, on peut s'exprimer par des textes sans avoir recours à des signes qui sont de moins en moins perçus d'ailleurs dans leur valeur magique. Alors, il est intéressant de regarder l'une des éditions de ce que l'on appelle Kongzi Shenkitu, c'est-à-dire les traces de Confucius, du saint homme Confucius. Elles arrivent, c'est typique de ce à quoi servent les hybrides à ce moment-là, et puisque cet ouvrage naît dans le dernier quart du XVe siècle,
à un moment où la cour des Ming, qui pourtant ne règne pas depuis très longtemps, qui règne donc depuis 1368, la cour des Ming est déjà dans un état, je n'ose pas dire de déliquescence, mais le pouvoir politique est déliquescent. Non pas l'économie du pays, qui au contraire est en pleine expansion et florissante, mais le pouvoir politique tombe entre les mains d'une camarilla qui entoure l'empereur. Il se passe des choses très graves en 1444, au milieu du XVe siècle. Les Mongols réussissent à faire des incursions jusqu'à Pékin et à enlever l'empereur, à l'emmener en captivité. Ils le rendent seulement plusieurs années plus tard. Donc, vous voyez, il se passe des choses très graves. Et ceci étant, l'atmosphère à la cour est telle que les lettrés n'osent pas intervenir. Aussi, ils interviennent, et puisqu'il y a toujours, vous savez, dans le système chinois, il y a toujours une fonction qui est celle du censeur. C'est le contrepoids théorique au pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a le droit de venir dire à l'empereur « vous faites fausse route ». Malheureusement, quand l'empereur est en proie à des camarillas et des lobbies divers, ça se passe généralement très mal pour les censeurs. Donc les censeurs n'osent plus parler, du moins s'ils veulent garder leur tête, il vaut mieux qu'ils ne parlent pas. Alors ils parlent autrement, et c'est là où les hybrides sont utiles. Et ils sont utiles par des voies très détournées. Ils ne peuvent pas... comment faire un hybride qui exprime que le pouvoir va mal? C'est incompréhensible. On a perdu... on ne se sert plus. Il n'y a plus cette grammaire des signes qui existait dans la société antique et qui n'était d'ailleurs par définition connue que d'un très petit groupe d'hommes. Alors, on crée cette histoire en images. C'est une série de planches, donc ça fait une sorte de très grande bande dessinée, si vous voulez, qui vous raconte la vie, bien évidemment, très légendaire de Confucius. Et là, vous voyez réapparaître de bonnes vieilles créatures comme la licorne qui annonce ici à la mère de Confucius, la mère de la dame est enceinte, et la licorne vient la voir et lui apporte une pièce de jade. Et puis, lorsque Confucius s'annonce, lorsqu'il naît, des dragons surgissent dans le ciel au-dessus du toit de la maison, ainsi que bien sûr de dignes vieillards qui annoncent la bonne nouvelle. Mais à partir du moment où l'enfant est né, ce qui est le cas ici, vous voyez l'enfant qu'on est en train de baigner, dans le ciel, les créatures hybrides disparaissent comme par enchantement. Il n'y a plus que, encore une fois, des immortels, mais les immortels sont-ils encore des hybrides? Les poètes en ont tellement parlé, et les taoïstes et tous les hommes finalement espèrent tellement devenir d'une façon ou d'une autre immortels qu'on peut se demander si l'immortel est encore un hybride. Alors l'hybride, pour le voir réapparaître, donc là nous étions dans les 3, 4, 5 premières images du corpus qui en comporte une quarantaine, et il faut arriver à la 38e image pour retrouver un hybride, ce qui dit bien ce que cela veut dire. Les hybrides ne servent plus à rien, sauf pour dire la vertu à la fois impériale et plus qu'impériale, la vertu non pas divine, mais tout de même suprême de Confucius et exprimée par les miracles qui entourent sa nature. Et alors me direz-vous, mais je vous parle des fonctionnaires qui essayent de dire du mal du pouvoir politique sans avoir d'ennui. Où sont-ils? Eh bien, ils sont là. Vous voyez réapparaître la licorne qu'une bande de sauvages vient de tuer. Et Confucius en appelle au ciel, il est absolument désespéré. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là où se glisse le message politique. Il dit, quand une licorne meurt, cela veut dire que la vertu d'humanité a quitté la société dans laquelle nous vivons. Et vous voyez, ses disciples se répètent la nouvelle et vont la propager. La licorne est morte, donc la vertu a quitté
quitter le monde politique, puisque vous savez que toute la carrière de Confucius se fait en essayant d'aller d'une petite cour des royaumes combattants à l'autre pour essayer de porter la bonne parole, et à chaque fois, non seulement on ne l'écoute pas, mais on lui demande poliment ou pas poliment de partir. Puis je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer la dernière image, qui est celle du grand sacrifice aux 3 grands animaux, donc le bœuf, le mouton et le porc. Attendez, je ne vois pas très bien d'où je suis, donc mais ma flèche a dû trembler, mais peu importe, les 3 grands animaux sont là, et vous voyez, il y a des animaux réels qui sont donc abattus devant l'autel, dépecés, on porte les dépouilles sanglantes sur l'autel, c'est le sang qui fait le miracle. Ce ne sont plus les hybrides. Et en fait de signaux, vous ne voyez apparaître que ou bien des signes anciens sous la forme de ces petits vases qui servent pour le banquet des ancêtres, vous les avez vus amplement, et puis le parasol, qui est le parasol que l'on met au-dessus de la tête des grands de ce monde, à peu près dans toutes les significations. Alors, vous voyez, donc nous sommes dans une culture où l'hybride visuel semble avoir disparu. Alors, où le chercher? Eh bien, bien sûr, dans l'hybridation des temps modernes, qui est une hybridation d'idées. Alors, cette hybridation d'idées, je l'illustre en passant un peu vite, parce qu'encore une fois, ce n'est pas notre sujet précisément qui s'accroche davantage à des objets. L'hybridation, c'est l'hybridation de la pensée occidentale avec la pensée chinoise qui, je vous le rappelle, et vous connaissez tous tous ces travaux extrêmement savants qui sont publiés notamment par l'Institut Ricci, et qui rappelle la présence de Ricci en Chine et ses contacts avec un très grand fonctionnaire qui s'appelle Xu Guangqi. Et l'hybridation, elle est dans le fait que d'abord ces 2 hommes se sont infiniment appréciés. Nous sommes à la fin de la dynastie des Ming. Les 2 hommes s'apprécient infiniment. Ils échangent beaucoup d'idées, et Xu Guangqi aide Ricci à traduire les éléments d'Euclide en chinois, en même temps qu'il aide Ricci à comprendre les notions fondamentales de ce que, encore une fois, nous appelons le néo-confucianisme. Donc ça, c'est une première. Il y en a d'autres en cette fin des Ming. Il y a plusieurs personnages de ce type. Il y a une véritable hybridation de pensée qui se crée à ce moment-là. Hybridation, j'allais dire charitable, tournée vers la technique comme toujours. Au passage, très vite, simplement, Xu Guangqi est l'homme de cette très passionnante encyclopédie du savoir consacrée à l'agriculture pour aider la production, pour développer la production agricole, pour aider les paysans, avec cette idée où se rencontrent le sage d'Occident et le sage d'Extrême-Orient sur la notion que c'est la société agraire qui est à la source de toute vie et il faut l'aider, il faut la faire avancer. L'hybridation, vous la retrouvez aussi, bien sûr, je ne pouvais pas ne pas en parler, même si ce n'est pas vraiment notre sujet, vous la retrouvez sur des objets qui circulent entre la Chine et l'Occident, ou bien comme ici que l'on fait en Occident, et qui reprennent le thème du dragon, qui est ici une chimère avec plusieurs têtes, ou bien, et bien sûr, dans ces séries d'objets qui sont rapportés par les fameuses caracs, d'où l'on a tiré le vocable de craque porcelaine. Et puis l'hybridation, vous la trouvez aussi dans l'autre sens, sur des vases comme celui-ci, qui sont des vases d'émaux peints sur fond d'or, extrêmement précieux, donc qui a été fait pour l'empereur Tianlong, et qui sont actuellement conservés au musée de Taipei, où vous voyez apparaître des thèmes bucoliques occidentaux qui passionnaient l'empereur de Chine, qui sont en fait des thèmes chrétiens. Ce ne sont pas seulement des agréables vues de paysans, c'est bien sûr différents aspects du thème du bon pasteur. Ceci étant, à la cour elle-même,
parce que vous me direz, il y a, je vous ai dit que dans les textes, les mots avaient remplacé, et les idées, les croisements d'idées, les hybridations d'idées avaient remplacé le travail sur l'image, mais à la cour, dans une cour, dans un palais impérial, il y a forcément des symboles. Le seul problème est que les symboles, ici aussi, tendent à se fixer. Alors, on les voit partout, dans tous les lieux où il y a une présence impériale, que ce soit quelqu'un de la famille impériale ou bien quelqu'un à qui l'empereur a dévolu une partie de son autorité. Donc vous retrouvez ces formes un petit peu, j'allais dire, boudinées de ces lions qui sont les fameux lions gardiens dont nous avons parlé la dernière fois. Vous retrouvez en bas à droite la fameuse unicorne dont la corne est ici plus ou moins devenue double. Enfin, c'est cet être très étrange qui est en somme un indicateur de vertu. Quand la vertu humaine est là, l'être est là, et puis quand la vertu humaine s'en va, l'être disparaît. Et à l'entrée du temple de Confucius, il y a un grand, notamment, entre autres, il y en a d'autres, mais il y a un grand panneau qui représente ce dragon qui, pour nous, est un peu enfantin. Et cela, à mon avis, veut dire deux choses. Et cela veut dire un phénomène à ne jamais oublier quand on pense à la sculpture, quand on regarde une sculpture chinoise, notamment une sculpture chinoise liée au monde politique et de siècles relativement récents, c'est que ce qui compte, ce n'est pas le modelé. Dans ce genre de sculpture ou de peinture, on n'essaye pas, même comme on essayait, par exemple, je vous ai montré de très très beaux dragons peints au XIIe siècle, qui avaient des modelés extraordinaires. Ici, on n'essaye pas de créer une image vivante d'un être, fût-il inventé, imaginaire. On crée une sorte de caractère, de sinogramme en image, si j'ose dire. C'est-à-dire que tout ce qui fait le dragon, par exemple, est là. On y ajoute même, puisque nous sommes dans l'univers du lettré, on y ajoute même, vous le voyez, soit des instruments de musique, il y en a d'autres quelque part, et soit des livres. On a tout ce qui fait l'univers du très grand lettré, mais on ne cherche pas à faire une image ancrée dans la chair. Et même quand les pièces sont comme ici, en ronde-bosse, ce sont d'abord des images intellectuelles. Et des images intellectuelles qui se fixent sous la forme, alors eux restent bien vivants, de ce fameux thème des dragons et dans les nuages, qui couvre les plans inclinés permettant de descendre et d'accéder aux différents palais de la cité interdite et d'en descendre. Et bien sûr, l'empereur est porté dans un palanquin. Vous apercevez de part et d'autre, non on voit pas bien là, mais de part et d'autre, il y a des volets de marches. Et bien sûr, les porteurs de palanquins sont sur les marches et l'empereur, lui, passe au-dessus du dragon. L'autre thème le plus connu, c'est le thème de la tortue. Vous savez que la tortue, elle est depuis l'Antiquité un symbole du monde, puisqu'elle a 4 pieds légèrement de guingois, comme on imaginait la position des piliers soutenant le ciel, puisqu'on avait conscience d'une certaine, enfin que la Terre, d'une certaine façon, était penchée. Et puis, elle a un ventre plat comme la Terre, un dos hémisphérique comme le ciel. Elle est donc un symbole du ciel. De plus, elle est ici pourvue d'une tête de dragon. C'est donc la tortue dragon propre au palais impérial. Et vous connaissez tous aussi, je les mentionne pour mémoire, les fameux petits animaux qui sont sur le bord des toits du palais impérial, qui sont des créatures extraordinaires et qui sont à la fois du ciel, de la terre et des eaux, et qui ont de ce fait le pouvoir d'éteindre les incendies. Mais là, nous sommes dans le domaine
de la croyance à la fois protectrice. C'est là où il passe quelque chose des anciens hybrides. Et puisque, je vous l'ai dit tout au long de nos rencontres, qu'est-ce qu'un hybride finalement? C'est une créature qui est protectrice dans la mesure où elle vous permet de vivre plusieurs vies, de changer, parfois de dévorer les autres, puisque toute vie se nourrit d'une autre vie, et elle vous permet ainsi de ne pas mourir. Donc là, c'est le reliquat, si j'ose dire, des hybrides qui permettent de ne pas mourir. Et puis, ces hybrides à la fois sympathiques et qui ne changent plus beaucoup, on les retrouve à l'entrée de tous les temples, comme on les retrouve aujourd'hui à l'entrée des grands hôtels ou à l'entrée des banques. Ce sont toujours ces lions et ces lionnes. Donc le lion, généralement, joue avec une boule qui est un symbole à la fois cosmique et en même temps un symbole de connaissance. Et puis il y a la lionne qui joue avec son lionceau. Et j'ai été tout à fait séduite récemment par cette lionne de Macao qui joue à la fois, elle a une boule, mais c'est pour jouer au ballon avec son petit lion. Mais je voulais surtout, pour notre dernière rencontre sous forme de conférence, vous parler de nouveaux hybrides et vous présenter quelques œuvres que vous connaissez peut-être, mais qui sont là simplement pour vous rappeler ces questionnements qui n'en finissent pas, que la dureté des temps et les grands changements du 19e et du 20e siècle ont beaucoup développé en Chine, puisque vous savez que c'est au 19e siècle, et que les Chinois se sont confrontés à partir de 1840 très durement à la modernité de technologiquement plus fort qu'eux, qui étaient donc à l'époque les Occidentaux. C'est donc à partir de ce moment que la nécessité de changement, de mutation, mais une mutation qui ne soit plus seulement celle du Yiting, ou alors celle du Yiting, mais approfondie, plongée à toutes les racines de l'univers intellectuel et politique chinois, cette mutation devait être effectuée. Parce que si les mutations ne sont pas... Et c'est à ce moment-là que les grands penseurs chinois de l'époque prennent conscience du fait que si les mutations sont refusées, et si elles ne sont pas prises en compte par les gens qui ont du savoir, qui ont un minimum de pouvoir, elles se font de toute façon et elles aboutissent à des catastrophes. L'une de ces catastrophes, c'est la fameuse révolte des Taiping, donc qui commence juste après les premiers traités inégaux, après la première guerre de l'opium, et qui dure jusqu'en 1865, et qui se fait sous la houlette d'un personnage très célèbre qu'on appelle Hong Xiuquan, et qui est devenu illuminé parce qu'un jour il a été en contact avec un prédicateur chrétien, un prédicateur protestant. Il a lu les libelles de ce prédicateur, et voilà que notre futur révolté s'est pris pour le petit frère de Jésus-Christ. Et il en a défini à partir de là qu'il devait changer la Chine, certes, mais selon un schéma parfaitement dictatorial, ce qui s'est traduit par 15 ans de déplacement de population et de mise en coupe réglée de toute la grande plaine centrale. Donc quand on arrive à la seconde moitié du 19e siècle, les grands penseurs novateurs comme Kang Youwei par exemple, que vous connaissez tous, ont bien sûr ce sentiment qu'il faut prendre à bras-le-corps la mutation, il faut se tourner vers la pensée occidentale, il faut réaliser, comme l'avaient fait les philosophes de l'époque des Song et Zhu Xi par exemple au XIIe siècle, il faut réaliser la synthèse de toutes les philosophies, en tout cas les philosophies ancrées dans la praxis, ancrées dans le vivant, ancrées dans le quotidien, toutes les philosophies du monde. Et c'est la démarche que développent de grands personnages au cours du XXe siècle, comme Hu She ou Feng Youlan, ou beaucoup plus récemment, et je passe rapidement d'abord parce que l'heure tourne, ensuite
parce qu'encore une fois, je ne suis pas philosophe, mais je vous rappelle qu'il existe actuellement, il commence à être âgé, mais il y a eu récemment un personnage extrêmement important qui était directeur du Harvard Yenching Institute à Boston, enfin à Cambridge, Mass plus précisément, et qui s'appelle Tu Weiming, qui est un élève de Fong Yolan et dont tout le travail a consisté à tenter de marier, comme l'avaient déjà tenté au XVIIe siècle les pères jésuites, à tenter de marier la révélation chrétienne, en l'occurrence non pas sous la forme catholique mais sous la forme protestante, avec la morale sociale, avec le comportementalisme confucéen, considéré non plus comme quelque chose qui est lié au culte des ancêtres strictement chinois, mais qui peut s'étendre à toutes les chaînes humaines, à tous ces ADN de l'humanité autour de la Terre. C'est-à-dire que la philosophie chinoise ne peut continuer d'exister que si elle se marie. C'est le thème du yin et du yang, si vous voulez, mais le yin et le yang changeant de nature à mesure que les différentes parties du monde entrent en contact et sentent la nécessité absolue de s'hybrider, en tout cas de réfléchir à ce choix philosophique fondamental. Faut-il se tourner exclusivement vers le choix de l'absolu, le choix d'une révélation, ou bien s'insérer dans le jeu relationnel des mutations. Alors ces nouveaux hybrides, on les voit quelque peu passer dans les images, déjà d'une manière ancienne. Alors, j'étais assez récemment à Macao et j'ai été très émue par cette petite place qui est aujourd'hui joliment pavée, mais qui est au bord de la mer, et c'est là où aurait débarqué Saint François Xavier, donc au milieu du XVIe siècle. C'est vraiment le premier établissement. Et ces traces d'hybridation sont partout à Macao. Vous les trouvez soit dans des images comme celle-ci, qui sont courantes depuis le XIXe siècle, qui représentent la version chinoise de la Vierge à l'enfant, ou bien dans des versions modernes de Kuan Yin, traitée par un artiste contemporain. Donc c'est la statue qui a été offerte par les Portugais pour le retour de Macao dans le giron chinois, donc tout à fait au début de notre nouveau millénaire, où vous voyez une Kuan Yin qui à la fois emprunte ses formes au Kuan Yin d'autrefois et puis aussi au voile et au manteau de la Vierge. L'hybridation, je voulais l'évoquer surtout pour finir par les artistes, bien que n'étant pas évidemment une spécialiste du XXe siècle, mais j'avoue que ce petit tableau de Zhao Qi, que vous connaissez tous, me touche beaucoup parce que c'est un tableau du début des années 1940 qu'il a peint quand il était réfugié, comme toute l'intelligentsia chinoise, à Chongqing pour échapper à l'avancée japonaise. Et vous savez que tout le corps, non seulement le gouvernement chinois, mais tout le corps diplomatique international était replié à Chongqing jusqu'à la fin de la guerre. Et là, le jeune Zhao Qi, qui était donc nouvellement diplômé et déjà jugé tellement génial qu'il était déjà théoriquement professeur à l'école des beaux-arts de Hangzhou, mais il avait dû quitter son école et sa ville d'origine. Et à Chongqing, au contact avec les étrangers, il découvre des revues internationales et il invente des villages européens. Et il peint à ce moment-là en s'essayant à la toile, à l'huile, donc en quittant, en abandonnant son pinceau chinois et l'aquarelle, en somme l'encre et les couleurs à l'eau très diluées. Il essaye d'inventer, mais avec une sensibilité qui est encore celle de l'aquarelle. Il essaye d'inventer des premiers paysages. Et puis vous savez comme moi qu'arrivé en France quelques années plus tard, il va bien sûr trouver sa vérité dans des formes beaucoup plus abstraites. Et l'hybridation simple, je la vois aussi ressurgir aujourd'hui
Et dans ce curieux dépôt d'armes, des anciennes fabriques d'armes pour l'armée populaire, que l'on appelle Chitiopa, qui est donc 798, c'était son numéro dans l'administration à l'époque de Mao, et c'est devenu aujourd'hui, vous le savez, on en a beaucoup parlé, et d'ailleurs les Bérénice Angremy en a fait un lieu, enfin les Français ils sont très impliqués, Bérénice Angremy en a fait un lieu d'art contemporain extrêmement actif, et j'ai été très touchée de retrouver récemment dans ce lieu donc le thème ancien de la mutation qui visiblement entre certains artistes contemporains, et ça faisait écho à cette idée que nous avions évoquée lors de notre première rencontre, qui était celle de la mutation des animaux en général et des êtres au-delà des animaux, et puis surtout des insectes qui, aux yeux des hommes, en sont un symbole particulièrement probant. Et je vous avais montré la mutation d'une libellule. Donc voici un très bel enfant libellule. Et puis, chez un artiste qui est Schuping, que vous connaissez bien, puisqu'il il est souvent à Paris, vous retrouvez dans certaines de ses créations ou installations, vous retrouvez des êtres symboliques, des transformations d'autrefois qui sont en même temps des êtres symboles du pouvoir, puisque voici de très beaux cerfs-volants en forme de phénix. Le phénix qui est à la fois l'oiseau du sud, l'oiseau qui renaît toujours, qui meurt, mais qui renaît, ce qui veut dire que la vie est cyclique, mais que tout est duel, encore une fois, en ce monde, et que la mort elle-même est cyclique, et qu'il y a toujours la vie après la mort. Donc ce thème tellement ancien qui apparaît à l'âge du bronze, vous le voyez, repris par des artistes d'aujourd'hui. Et puis alors, Schuping, alors je remercie Yessine d'avoir attiré mon attention sur ce point. Schuping, il est aussi l'homme qui est tellement obsédé par l'hybridation et qu'il a tenté, à la manière de Leibniz, et qui connaît un grand écho auprès d'un certain nombre d'artistes ou d'intellectuels chinois aujourd'hui. Il a repris l'idée d'écriture universelle de Leibniz, qui disait, mais dans la mesure où il sentait qu'il y avait beaucoup d'éléments, un certain nombre du moins d'éléments pictographiques dans certains caractères chinois. Donc Schuping a tenté, à partir de tracés qui se retrouvent dans des caractères chinois parfaitement classiques, il a tenté d'en tirer un système qui peut servir pour une écriture pour créer un syllabaire. Et il a exposé cela à New York, donc au MoMA, en 1999. Et vous pouvez vous entraîner à lire, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal, mais je finis par y arriver, à lire Art for the People. Et vous irez sur Internet, vous demandez Schuping, Art for the People, et vous apprendrez peu à peu, ici, à lire cela. Donc, bien sûr, c'est un système qui a peu de chances d'aboutir. De toute façon, on sait bien aujourd'hui que les écritures, tout comme les langues, ne peuvent pas être imposées d'en haut, ni parce que c'est l'idée de quelqu'un. Elles ne peuvent... Je me rappelle autrefois, dans les années 70, il y avait un dessinateur humoristique qui s'appelait Jean Eiffel et qui m'avait contacté parce qu'il voulait absolument, il était évidemment obsédé par l'image, c'était normal, et il voulait absolument reprendre le projet de Leibniz et créer une écriture universelle. Et j'essayais, alors il me disait, mais vous ne comprenez pas, on va imposer. Non, on n'impose pas. Donc bien sûr, Schuping ne veut pas imposer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est tout de même le mythe de... Il faut effacer cette espèce de damnation de la multiplication des langues, de la tour de Babel. C'est la version chinoise, si vous voulez, de réaction à l'histoire de la tour de Babel. Il faut inventer, des artistes aujourd'hui essayent d'inventer une autre forme d'écriture universelle. Et puis alors,
maintenant, je vais vous emmener chez un artiste que vous connaissez sûrement. Il s'appelle Huang Yongping. C'est un artiste chinois, lui aussi, bien sûr, qui est né à Pékin en 1954, je crois, ou enfin dans ces eaux-là, et qui vit la plupart du temps à Paris, mais qui va beaucoup en Chine, et qui est un plasticien qui fait absolument flèche de tout et de tout bois, et qui, depuis 2008, travaille notamment, et je vais vous montrer une autre œuvre, mais d'abord je voudrais commenter celle-ci, qui travaille sur d'étonnants hybrides qui mettent ensemble différents éléments inanimés avec des représentations animales, voire des animaux eux-mêmes. Alors d'abord, cette création-là, qui s'appelle, vous voyez, le Léviathanation, qui est composé de la façon suivante. Ici, vous ne voyez que le début de l'œuvre. En fait, Huang Yongping a pu acheter le train de Mao Tse-tung, le train qu'employait Mao Tse-tung pour se déplacer à travers la Chine. Et devant la locomotive que vous voyez là, donc il y a un effet de perspective qui fait que vous ne voyez pas bien, mais ici, il y a la locomotive. Devant la locomotive, il a placé cette énorme tête de requin, qui est un requin en plastique, mais qui dit bien tout ce qu'est pour l'artiste le régime maoïste. C'est-à-dire c'est une créature à avaler les êtres, à détruire, à se nourrir des êtres. C'est-à-dire c'est un hybride qui fait peur. Et alors après, malheureusement je n'en ai pas de photo, mais je vous le dis, après il y a 2 wagons. Donc vous voyez le premier wagon qui est là, dans lequel on a installé la petite table de Mao, la chaise de Mao, etc. Et derrière, ce wagon-là est relié à l'autre par le corps d'un tigre, un vrai tigre naturalisé. Là aussi, le symbole est là, c'est le tigre du pouvoir. Et puis, le même Huang Yongping nous pose une question encore plus troublante à travers cette œuvre que l'on appelle La Pêche, que vous pouvez trouver sur Internet, et qui a été exposée notamment en 2009 au Centre d'art Ulens à Pékin, justement dans Chichiopa, dont je vous parlais tout à l'heure. Le Centre Ulens, c'est un centre dirigé par des personnes très riches, des amateurs d'art belges qui ont créé ce centre pour favoriser justement la création contemporaine à Pékin. Et alors, ce qui est intéressant ici, d'abord, c'est la facture de l'œuvre. Vous voyez une tête de loup, qui est une vraie tête de loup, et pour la raison suivante. Vous devez vous rappeler qu'en février 2008, la maison d'Hérol rue du Bac, qui est donc ce cabinet de curiosité qui existe, je crois, depuis 1820 ou 1830, et qui possédait notamment de nombreux animaux naturalisés, puisque c'est aussi un lieu où l'on peut faire naturaliser son chien, son chat, enfin des animaux. Et ce lieu a malheureusement brûlé accidentellement. Et il y a eu un grand mouvement de solidarité d'un certain nombre d'artistes extrêmement célèbres qui ont été fascinés par la beauté tragique de ce lieu détruit et qui ont essayé d'en tirer des œuvres dont ils ont vendu les photographies ou bien ils ont vendu les œuvres pour rassembler des fonds très importants qui ont permis à la maison d'Hérol de se reconstruire et de reconstituer en partie et par des achats, par des dons, de reconstituer son stock, notamment son stock d'animaux naturalisés anciens. Mais donc Huang Yongping y a contribué. Il a fait aussi autre chose, il a acheté lui-même certains restes d'animaux qui avaient partiellement brûlé et il s'en sert pour faire des hybrides comme celui-ci. Mais alors cet hybride-là,
Et moi, il me pose problème parce qu'il pose une question qui est celle que j'ai entendu un certain nombre d'intellectuels chinois poser dans des colloques qui n'étaient pas du tout forcément des colloques de philosophie, mais ça revient sur le tapis, même dans des colloques d'histoire ou dans des colloques d'histoire littéraire, ou en tout cas dans les colloques où l'on parle d'échanges internationaux et d'histoire littéraire d'échanges internationaux. Et c'est vous nous demandez de nous ouvrir au christianisme, certes, nous devons le faire pour que notre vue du monde soit complète. Mais ne pensez-vous pas que le christianisme doit s'ouvrir aux notions chinoises? S'il ne s'ouvre pas, s'il est incompatible avec des notions chinoises, cela veut dire que ce n'est pas une forme de pensée universelle. Donc, c'est un discours qui peut choquer, que j'ai vu choquer encore une fois dans des colloques, pas plus tard qu'il y a quelques mois, mais c'est une question qui est encore une fois récurrente chez un certain nombre d'universitaires chinois. Et c'est cette question que, me semble-t-il, pose cette heure avec ce loup dont on a l'impression, en le voyant en arrivant, vous voyez à peu près la taille de l'œuvre. Attendez, je vous ai apporté d'autres vues qui vous donnent les proportions de l'œuvre. On a l'impression que le loup est en train d'avaler le crucifix. Et puis, tout à coup, on s'aperçoit, alors si on vient en arrière, non, si on va en avant, voilà. Si on va en avant, j'avance encore, on s'aperçoit qu'au-dessus du Christ, il y a une série de petits Bouddhas et que tout cela renvoie et contrebalancé, tient en équilibre sur une poutre grâce à un lapin, ou disons un lagomorphe ou un léporidé, comme vous voudrez, et qui fait contrepoids, qui tient une canne à pêche et qui est en train de tenir à la fois le Bouddha et le Christ. Alors le lapin, dans l'iconographie chinoise ancienne, il est dans la lune, enfin le lièvre ou encore une fois le lagomorphe, il est dans la lune, c'est comme en Chine comme dans pratiquement toutes les cultures du monde, c'est un symbole féminin parce qu'il a le nez fendu et c'est donc un symbole de fécondité. Donc ce lapin, c'est un symbole très bénéfique. Il est la vie, le lapin. Et c'est ce lapin, donc bien chinois, qui est-il en train de sauver le Christ, ou bien le loup est-il en train d'avaler le Christ? La Chine est-elle en train d'avaler le Christ, ou la Chine est-elle en train de sauver le Christ? C'est donc l'une des questions d'hybridation extrêmement bouleversante, enfin du moins questionnante, comme on dit, interpellante, qui est posée actuellement et qui se traduit dans l'univers, et presque d'une façon obsessionnelle, dans l'univers des artistes. Pour terminer, je vous ai apporté cette citation de Huang Yongping, justement. À mon sens, les interactions et les influences réciproques entre des cultures différentes sont très importantes. Occident et Orient, moi et lui, ne sont pas des concepts fixes et définis une fois pour toutes. On peut les faire changer. C'est-à-dire tout peut s'hybrider. Et s'hybrider, cela veut dire aussi hybrider le passé, le présent, hybrider le masculin, le féminin, ne jamais oublier que toute vie ne naît que de la dualité. Et j'étais absolument bouleversée de trouver, donc il y a quelques mois, j'étais en ce lieu, donc à l'entrée du musée des chars de la tombe du premier empereur à Xi'an au mois d'octobre dernier, et j'étais stupéfaite de voir cette immense statue de guerrier en polystyrène qui reprend bien sûr la forme des guerriers du premier empereur, donnant la main à une petite fille. Et j'étais encore plus bouleversée en lisant les deux pancartes écrites, l'une en anglais et l'autre en chinois, qui expliquent le sens de ce curieux pont entre un guerrier de 220 ou 210 avant notre ère et une petite fille d'aujourd'hui qui ressemble à une charmante poupée. C'est aimer les filles chinois. N'oubliez pas que l'univers est double, que
l'univers se fonde sur l'interaction de deux forces, la force masculine et la force féminine. L'univers avance, se transforme grâce à l'hybridation. Donc c'est là que je terminerai pour aujourd'hui, en attendant bien sûr avec joie vos questions et après vous en avoir posé tellement. Je vous remercie. Pour ceux qui auraient des questions, il suffit de lever la main. Il y a des micros à votre disposition. Voilà, nous avons une question, je peux m'approcher. Eh bien, je vous remercie infiniment. Donc, je vais essayer de poser ma question. Si c'est ridicule, d'avance, pardonnez-moi. Mais ne croyez-vous pas que j'ai frôlé le ridicule, voire plus, bien souvent dans ces rencontres? Pas du tout, je me sens vraiment toute petite. Bon, simplement, je suis troublée parce que j'ai fréquenté un petit peu la pensée de l'ethnologue Philippe Descola, et qui notamment relève des systèmes de pensée, d'après d'ailleurs les images. Récemment, il y a eu cette magnifique exposition au Quai Branly sur la fabrique des images. Et dans ces systèmes de pensée, il y en aurait deux dominants, c'est-à-dire donc le système symbolique, qui est tout à fait en rapport avec l'hybridation, la chimère notamment, c'est-à-dire donc la nécessité d'établir des correspondances entre des éléments de la réalité, des correspondances qui visent à former un tout. L'essentiel de cette pensée, qui était d'ailleurs aussi notre pensée, et en particulier la pensée religieuse, Leibniz, etc., étant la volonté de retrouver une unité, un tout. Bon. Et l'autre pensée, qui serait la pensée objective, et qui serait née en Occident au XVIIe siècle, cette pensée objective, par contre, perd la notion d'unité, et nous sommes alors comme un sujet face à un monde obscur qu'on ne cesse d'explorer, avec évidemment la difficulté justement de retrouver le un. Alors, en vous écoutant, je me suis demandé si, et ce serait ma question, est-ce que finalement la pensée chinoise relèverait toujours de cette pensée symbolique dans cette hybridation continue vers la recherche de la totalité, la recherche du un? Et est-ce que justement ce ne serait pas l'hybridation intellectuelle dont vous parlez, dont les exemples artistiques sont extraordinaires, est-ce que ce ne serait pas justement au fond une tentative d'hybridation de la pensée symbolique vers la recherche du un et de la pensée objective qui est la nôtre, qui est la pensée scientifique? Nous sommes devant un monde morcelé. Donc est-ce que finalement on ne pourrait pas aller jusqu'à cette idée-là? Voilà. Alors, je vais vous avouer que j'ai lu attentivement le catalogue. Je n'ai pas vu l'exposition pour des raisons d'emploi du temps, mais j'ai lu attentivement le catalogue. J'ai été évidemment fascinée par ce catalogue, mais de même, j'ai eu exactement l'impression que j'ai parfois, et quand je lis Dumézil qui dit voilà tout fonctionne par trois, etc. Quand on va en Extrême-Orient, on a l'impression que le système ne fonctionne absolument pas. Et là, le système dont vous parlez, le système de Descola, j'ai eu l'impression qu'il ne fonctionnait pas en Extrême-Orient. C'est-à-dire que c'est considéré d'entrée de jeu que en Chine, on n'a pas l'esprit scientifique, ce qui est faux. Enfin, ce qui peut être faux. Enfin, je ne suis pas capable de le discuter. Je ne suis ni scientifique ni philosophe, mais si vous voulez, c'est une notion qui fait hurler les spécialistes de l'histoire des mathématiques chinoises ou les spécialistes de l'histoire des sciences chinoises. Donc, j'ai eu franchement l'impression que ce système était extrêmement ingénieux et qu'il est formidable parce qu'il ouvre des perspectives sur
c'est comme une lampe. De mon point de vue, alors là j'ai peut-être un point de vue très chinois, à force le temps passe, mais de mon point de vue, ces systèmes sont extrêmement utiles dans la mesure où ils donnent des éclairages qui par effet de lumière font apparaître des reliefs et donc des choses qu'on ne verrait pas sans ces systèmes. Maintenant, moi j'ai très très mauvais esprit, je n'aime pas me laisser enfermer à l'intérieur de ces systèmes qui sont, si vous les regardez de près, vous apercevez que c'est construit sur un certain nombre de sociétés et en laissant de côté tout un pan de l'humanité. Et là, c'est le cas. Tout le pan extrême oriental de l'humanité est laissé de côté. Donc là, j'ai tendance, mais encore une fois, pardonnez, bon, nous avons peu de temps, donc je parle très brutalement et d'une façon très prétentieuse, et je vous prie de me pardonner, c'est pas du tout mon esprit, je ne suis qu'un moucheron par rapport aux grands philosophes, hein, mais je suis un moucheron qui conteste, pour résumer. Je vous remercie. Bonsoir madame. Vous nous avez montré pendant ces 4 séances la naissance du dragon depuis l'Antiquité chinoise et son évolution jusqu'à aujourd'hui. Alors, il me semble que le dragon apparaît également dans d'autres cultures. Oui. L'Europe du Nord, bien sûr. Également en Mésopotamie, où on retrouve des dragons sur certains bas-reliefs, voire en Amérique centrale. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur la diffusion de ce thème à travers le monde? Parce que c'est un animal qui semble apparaître à très nombreux endroits. Merci. Alors, je me suis bien sûr posé la question. Je pense que tous les gens qui travaillent sur le dragon se posent la question. Et moi, je m'interroge beaucoup sur le diffusionnisme. Vous savez, enfin, là, on rejoint là des vieux débats de l'archéologie pour savoir si les choses sont nées en un point et puis ont diffusé sur l'ensemble de l'humanité, ou bien si elles sont nées en plusieurs endroits. Et je pense que le dragon, à partir d'une forme composite qui emprunte à différents animaux capables de se déplacer dans des éléments de nature très différentes, je pense que c'est une représentation qui finalement naît dans le cerveau humain d'une façon toute naturelle, comme le goût de la vie, la peur du feu ou de la mort. Et que de ce fait, presque toutes les cultures ont inventé des dragons. Alors on peut suivre sur l'Eurasie, sur le territoire eurasiatique, je pense qu'il y a des formes de dragons que l'on peut suivre de la Chine jusqu'à en Saintonge, par exemple, enfin, jusque dans la Rome, hein, Faucillon et autres en ont beaucoup parlé. Donc je pense que sur le continent eurasiatique, on peut dans certains cas suivre un voyage du dragon. Et pour les autres cultures, moi je me méfie toujours beaucoup d'un diffusionnisme excessif. Je pense qu'il y a vraiment des phénomènes comme inventer l'agriculture d'une certaine façon, ou la métallurgie. C'est né en plusieurs points du globe sans que l'on puisse dire toujours qu'il y a eu influence. Donc je pense qu'il y a plusieurs façons d'inventer les dragons. On peut les inventer comme les Chinois à partir de la forme du verre, etc. On peut les inventer à partir des dragons de Komodo, enfin à partir des sauriens. D'autres ont dit on les a inventés parce qu'on avait le souvenir des diplodocus. Bon, pourquoi pas. Je suis un petit peu pour des naissances multiples du dragon, mais le sujet est complètement ouvert, complètement ouvert. Pardonnez-moi de ne pas répondre. Ah, il y a un monsieur ici. Oui, je voudrais revenir sur les deux images des dragons Tsulong en jade dont vous nous avez montré la représentation photographique et qui sont aussi dans votre livre.
Et à la vue de ces deux objets enroulés, j'ai eu hier cette pensée, j'ai pensé aux céphalopodes. Ces animaux ces mollusques qui vivent dans la mer, dont l'exemple vivant actuel à coquille est le nautile. Ces animaux sont des animaux enroulés, on les trouve, les exemples fossiles sont les ammonites, et ont un bec, ont une tête qui est entourée de bras, de tentacules. Ce sont en quelque sorte des dragons des mers, un petit peu quand on les voit. Et est-ce que ces civilisations qui vivaient, puisque ces deux objets, je crois qu'il y en a une vingtaine qui ont été trouvés, en Chine de l'Est, du Sud-Est. Du Nord-Est. Du Nord-Est. Vous parlez aussi du Sud-Est. Non, pas du Sud-Est, c'est uniquement le Nord-Est. Du Nord-Est. Donc des mers très froides. Justement, je pensais que le Sud-Est était évoqué, je pensais aux mers chaudes. Non. Est-ce que ces civilisations auraient pu soit voir ces animaux, les nautiles, en mer, soit voir dans les roches les fossiles, les ammonites, et s'en être inspirés? Alors tout est possible, vous l'avez compris à travers beaucoup de mes propos, le problème de l'archéologie, c'est les limites de la science sont par définition, surtout dans ces matières de symboles, sont par définition extrêmement vite atteintes, et donc on ne sait pas. Simplement les Julong, donc les dragons que l'on dit cochons, enfin les dragons porcs, ou appelez-les comme vous voudrez, ils se trouvent vraiment dans le nord-est, dans les régions du Liaoning, de la Mongolie intérieure, donc tout de même assez loin de la mer, mais ça n'empêche rien, puisqu'on sait que depuis des périodes très très anciennes, les matériaux, les êtres, et tout circule, les idées bien sûr, mais même les objets les plus ordinaires, tout circule sur des centaines, voire des milliers de kilomètres. Donc votre solution est parfaitement plausible, simplement, pour l'instant, en tout cas, elle ne peut pas être prouvée. Parce que on est très loin, enfin on n'a pas le chaînon manquant, on n'a pas un fossile qui serait trouvé sur le site d'un atelier où l'on taillait des bronzes comme ça, des jades comme ça. Donc pourquoi pas? Mais le point d'interrogation reste là. Mais c'est une solution possible. D'autres questions que je ne verrai pas? Oui. Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez présenté cette histoire dont j'ai malheureusement raté un épisode, donc peut-être ma question sera-t-elle imprécise, mais cette histoire donc comme étant une lecture à partir d'une mutation, de changement, d'adaptation. Or, il me semble qu'il y a aussi en Chine une forme d'académisme, une forme de normalisation et par moments une forme d'arrêt sur image. Donc, comment peut-on associer les deux ? Alors, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au long, peut-être, oui, vous n'étiez pas là, mais il y a toujours périodique. D'abord, il y a deux choses. Il y a le monde des philosophes et des esprits tournés vers, je n'ose pas dire la métaphysique, mais enfin une certaine perception d'univers. Et puis, à côté, vous avez le monde des administrateurs qui, eux, doivent donner des programmes que l'on enseigne dans les écoles et qui doivent calibrer les choses pour que un pays aussi vaste que la Chine tourneront. Donc l'esprit de mise aux normes, bien sûr, il est l'esprit de l'administration, ça c'est évident, et c'est lui qui fait tourner la société. Mais ce n'est pas parce qu'on vous demande de suivre une file pour entrer au cinéma qu'on vous empêche de rêver. Donc le même lettré administrateur qui va dire
tel texte va être enseigné, il faut pratiquer tel rite, etc., en son fort intérieur, il peut avoir des idées sur l'univers. Et puis, l'autre réponse qui est peut-être apparue au cours de nos rencontres, c'est qu'il y a périodiquement, au moment de grands changements en Chine, quand on change de dynastie, ce qui correspond encore une fois, s'il y a une révolte, si quelqu'un d'autre prend le pouvoir, généralement, c'est pas seulement la montée sur le trône d'un personnage qui est meilleur guerrier que les autres. Ça traduit des problèmes sociaux, des problèmes économiques, des problèmes d'organisation importants. Donc il y a toujours un moment où, comme je vous l'ai dit, même en commençant aujourd'hui, on doit réfléchir à où sommes-nous, que sommes-nous et vers quoi allons-nous et sur quoi allons-nous fonder notre politique. Donc vous avez toujours un jeu subtil. Moi, je vous ai parlé aujourd'hui de Shaoyang, j'aurais pu vous parler de Zhang Cai, d'autres personnages importants de la philosophie des Song, qui étaient des gens de grands lettrés, qui étaient pour la plupart d'entre eux docteurs, enfin ils avaient réussi le sommet, l'examen le plus difficile, mais la plupart d'entre eux ont refusé de prendre une charge. Ils ont préféré s'adonner à la philosophie. À côté d'eux, donc c'est d'eux que nous parlions aujourd'hui, mais à côté d'eux, il y a des personnages comme Zhu Xi, qui est le grand philosophe chinois du XIIe siècle, qui est administrateur, qui lui est à plein dans la gestion du quotidien. Et alors c'est très clair chez lui, on le voit très bien, comment à partir de tout ce qui se dit depuis 3 ou 4 générations sur la synthèse philosophique que l'on doit créer, il en tire ce qui va devenir les 4 livres, ces préceptes un petit peu simplets que l'on matraque, il n'y a pas d'autre mot, dont on matraquait les enfants dans les écoles, que l'on inculquait presque à coups de règles sur les doigts dans leur tête. Et parce que lui, il est administrateur, il se rend compte qu'il faut des règles simples pour des gens qui, d'une part, ne sont pas forcément formés à la philosophie et qui, d'autre part, ont d'autres choses à faire que de s'intéresser, je n'ose pas dire sur le sexe des anges, mais enfin l'équivalent chinois du sexe des anges. Donc, vous avez toujours les 2 discours qui cohabitent, absolument. Si j'ose dire, c'est le mouvement de la vie. Je ne sais pas si j'ai répondu. Si vous m'autorisez une deuxième question, je vous en prie. sans rapport avec la première, mais je vous remercie de votre réponse. C'est une question plus contemporaine. Pour la civilisation actuelle de la Chine, la capacité à muter et à intégrer tout ce qu'on produit, puisque c'est l'harmonie et l'unité qui semblent dominer toutes les autres idées et donc devrait influencer les pratiques. On devrait pouvoir pronostiquer, mais c'est une question, que la Chine adopte beaucoup plus vite que nous l'idée de recyclage, c'est-à-dire de ne pas faire de déchets. Alors, je ne voudrais pas que cette question désespère l'archéologue que vous êtes, parce qu'il en faut. Mais est-ce que c'est un esprit ou une prospective que vous partagez ? Oui, alors vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, je vous rassure et je vous désespère en même temps, il y a une conscience écologique qui est en train de naître aussi, qui est née très timidement, qu'on a vu apparaître justement dans des revues de sciences humaines à travers des études historiques. Il y a, mettons, une petite vingtaine d'années, en étant très optimiste. C'est seulement maintenant que l'on en parle beaucoup dans la société chinoise. Alors, il se pose, je voudrais dire 2 choses. D'abord, un problème général, qui est un problème philosophique, c'est que puisque l'homme en Chine est intégré à la nature, il ne lutte pas contre la nature, il est dans la nature. Vous l'avez vu, vous le voyez tous dans les peintures de paysages, les fameux shan shui que j'évoquais tout à l'heure. L'homme, on ne le voit pas. Pourtant, il existe. Il est là. Il est toujours présent. Mais il est tout petit. Parce qu'il est une sorte de pivot entre le ciel et la terre. L'univers, c'est la terre, le ciel, l'homme. Mais l'homme, il est petit. Il est un élément comme un autre de la nature. Cela veut dire que tout ce qui est humain est naturel. Et quand l'humain fait n'importe quoi, c'est naturel aussi.
Donc on a mis très longtemps. Il a fallu justement les luttes de ces historiens pères de l'écologie pour, à la fin des années 90, faire remonter jusqu'aux politiques l'idée que tout ce qui était humain n'était pas forcément bon. De plus, évidemment, je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous savez tous que dans un pays en expansion, parler d'écologie, expliquer à des gens qui sortent de la misère et qui commencent un tout petit peu à pouvoir consommer et vivre bien, leur expliquer qu'il ne faut pas produire de déchets, c'est une mission quasi impossible. Et puis alors, en revanche, actuellement, me semble-t-il, donc encore une fois, mon dernier voyage en Chine remonte au mois d'octobre dernier, j'ai vu beaucoup de résultats de soucis écologiques très fortement affirmés. Alors au début, j'étais muette d'admiration quand je voyais par exemple des éclairages par panneaux solaires dans toutes les villes, y compris dans des petites villes de province. Je suis allée à Tufu, bien sûr, la ville de Confucius, faire pèlerinage chez le grand maître. Et à Tufu, le soir, on est éclairé par panneaux solaires, par restitution de lumière. Enfin, par électricité nourrie par panneaux photovoltaïques. Alors j'étais en admiration jusqu'au moment où je me suis aperçue qu'on en plantait finalement partout et qu'on faisait une dépense de je ne sais plus quel matériau, enfin de plastique extraordinairement importante, donc de matériaux tirés des hydrocarbures, pour mettre des panneaux solaires. J'ai vu la même chose au début, j'étais très contente. J'ai vu à Pékin et puis dans plusieurs petites villes que l'on avait créé des parcs partout. Et que c'était formidable, on avait une espèce de culte de l'arbre, vous avez des arbres et des pots de fleurs partout. Simplement après, j'étais beaucoup moins contente et quand je me suis rendu compte, parce que des étudiants français résidant en Chine m'ont un peu prévenu, ils m'ont emmené et j'ai vu qu'aux alentours de Pékin, par exemple, on avait déboisé des collines entières pour prendre les arbres déjà grands et aller les replanter à Pékin. Donc c'est un peu, ça c'est le problème, et la Chine qui est un immense ensemble, et c'est pour ça que je me suis intéressée à l'histoire chinoise. C'est parce que c'est un exemple grandeur nature qui nous donne une espèce de loupe pour voir quels peuvent être les problèmes, qui même pris avec beaucoup de bonnes intentions, quand ils sont appliqués sur une échelle immense, et sans un discernement extrêmement subtil, peuvent aboutir à des catastrophes. Et ça, c'est le problème chinois. Indépendamment, je n'entrerai pas ici dans le discours qui a aussi ses fondements, qui dit tout ça, ce discours écologique, c'est frimé, en somme, c'est pour la galerie. En réalité, seul compte l'enrichissement. En réalité, il faut paraître pour les Jeux Olympiques, paraître pour l'exposition universelle, paraître pour je ne sais plus ce qui va se passer l'année prochaine. Donc, tout ça, c'est du spectacle. Bon, c'est vrai en partie, mais il n'y a pas que cela. Je crois qu'il y a une réelle volonté de bien faire. Maintenant que cette volonté de bien faire sur une grande échelle passe par des effets de masse extrêmement pernicieux, et les ordres sont donnés, et ça a été souvent, pour ne pas dire toujours, un gros problème de cette administration chinoise qui est extrêmement bien organisée sur le papier, mais vous avez des rouages administratifs qui sont tenus par des personnes qui ne connaissent pas le terrain, qui n'ont que une vision de papier. Et donc, elle dit, c'est par exemple ce qui s'est passé au Xinjiang, quand les Chinois ont voulu mettre en valeur le désert du Taklamakan et puis les territoires autour. Enfin, donc cette énorme poche désertique au nord du plateau tibétain et qui représente l'essentiel de la province du Xinjiang. Et il y a eu de gros problèmes parce que des administrateurs chinois sont allés sur place, ils ont vu que les gens traditionnellement cultivaient des peupliers et dont ils tiraient absolument tout pour faire aussi bien des tissus que des maisons avec des rondins, etc. Alors les administrateurs chinois ont dit c'est génial, on va planter des peupliers au Xinjiang. Et en réalité, ça a été une catastrophe. Ils ont oublié que les peupliers du Xinjiang
n'étaient pas les peupliers que nous avons, nous, par exemple, en Occident, ou qu'il y a dans l'Est de la Chine, dans des régions où il y a beaucoup plus d'eau. Et donc, on a fait venir, par quantité énorme, des peupliers très buveurs d'eau dans un pays désertique. Ça veut dire qu'ils ont complètement pompé ce qui restait de la nappe phréatique. Ça a été, et des catastrophes comme ça, il y en a des quantités. De même que la culture du coton. On a vu qu'à Tourfane, on cultivait traditionnellement le coton. Oui, mais un certain type de coton, pas n'importe quel coton. Et l'administrateur, lui, qui est un bon fonctionnaire, et je n'ose pas dire un manche de lustrine, mais à peu près, et qui n'est jamais allé dans un champ, il n'a jamais vu pas même un plant de coton. Donc, quelqu'un lui dit voilà des plants de coton, il dit oui, plantez-les. Il ne se rend pas compte que là aussi c'est un coton du sud qui est habitué, qui prend beaucoup d'eau, qui n'est pas habitué aux écarts de température, etc. Donc je pense que ce problème-là, je pense que le discours chinois sur l'écologie est maintenant sincère. Les esprits méchants diront qu'il est sincère après beaucoup de catastrophes, comme celle du barrage des Trois Gorges. Alors j'essaye d'être extrêmement positive et de mettre de côté tout ce qu'on peut dire sur le fait que tout ça c'est du bluff, c'est sur le papier. Mais il y a l'autre problème, c'est l'irréalité des faits concrets pour un bon nombre de fonctionnaires qui ont pourtant des voies de décision.